l'Afrique, l'Afrique, l'Afrique. Le nom de ce continent est désormais sur toutes les lèvres. Et chacun en Europe, en Asie, en Amérique, et même sur le continent, regarde les faits suivant un certain prisme. L'hypothèse de la fin de l'hégémonie française en Afrique est très évoquée. On parle aussi très souvent du réveil des Africains. Mais une question me revient de temps en temps. Comment expliquer cette succession des coups d'État au Sahel? L'Afrique a-t-elle vraiment besoin de ça? Mais qu'est-ce que ça nous apporte en réalité? Pour en discuter, trois invités sur ce plateau. D'abord, Fred Lard, il est écrivain, poète, responsable du centre culturel Fred Lard Bleu, basé à Ngoyo. C'est un fils du Congo avec K, dont l'écriture est un art. Vous l'avez demandé, il est de retour. Bonjour Fred Lard. Bonjour mon cher. Ça va? Tout va bien? Ça va très bien. Super. Un deuxième invité, c'est Zontez Mabiala. Lui, il est professeur de philosophie au lycée général Pointe-Noire 2. Lui qui se remet quotidiennement en question et qui remet évidemment en question son environnement, son entourage, les réalités autour de lui. Sans doute que la philosophie, c'est aussi ça. Bonjour, monsieur Mabiala. Ça va? Super. Et puis un troisième invité, lui, c'est Jules Fleuris Tipangoyi, alias Madiba. Non, il ne s'appelle pas alias, c'est Madiba, simplement. Juriste, entrepreneur, enseignant, coach pluridisciplinaire. Non, mais on va s'arrêter là pour les titres, sinon on ira jusqu'à demain. Ce qui est sûr, c'est qu'il rend service à l'humanité. Bonjour, coach. Bonjour, les juristes. Bonjour. Bonjour. Super. Alors, je suis très content de vous réunir ici parce qu'on évoque là un sujet très important. On parle de la succession, de la recrudescence des coups d'État dans la zone sahélienne. Sans doute que vous avez été informé puisque vous écoutez tout le temps des informations, vous êtes des intellectuels. Mais ce qui nous interroge, c'est pourquoi cette succession des coups d'État au sud du Sahel. Moi, franchement, j'ai du mal à le comprendre. Et c'est pour ça qu'on a pensé vous réunir, pour que vous puissiez aussi éclairer les gens, pour qu'on comprenne un peu plus sur ce qui se passe exactement là-bas au Sahel. On va commencer par vous, M. Mabiala. Bon, merci pour l'invitation d'abord et je salue mes copanélistes ici présents. Alors, cette affaire de coup d'État, nous suivons tous les médias et ça surprend peut-être certaines personnes, mais comme dans l'histoire, on sait qu'il n'y a rien pour rien. Et vous, ça ne vous surprend pas? Pas vraiment parce que l'Afrique est ce qu'elle est. Donc ce que nous constatons, ce n'est que la logique de l'histoire par rapport à certains faits que nous aurons peut-être le temps d'évoquer. Donc les coups d'État en Afrique, au Sahel, pour moi, ce n'est pas vraiment une surprise. Même si on ne s'attend pas à savoir ce qui va arriver demain. Ouais. Mais quand cela arrive, on se dit, bon, tant mieux. Voilà, c'est arrivé. Oui, mais moi je me demande comment vous expliquez ça? C'est vrai que les coups d'État n'ont pas commencé aujourd'hui en Afrique, mais il y avait une petite pause, j'ai envie de dire, à un moment donné. Après, ça a repris en 2020 au Mali. Et puis, on voit ce qu'on voit aujourd'hui. Mali, Burkina Faso, Guinée, Niger, jusqu'où? Bien sûr. Voyez-vous, quand vous avez même introduit votre mot, vous avez vu que quand on parle de coup d'État en Afrique, on ne peut pas oublier qu'en bas, il y a le mot la France qui est là. Donc, tout le temps qu'on évoque l'Afrique, surtout l'Afrique francophone, on n'oublie pas que la France est toujours quelque part là. Voilà pourquoi, avec le temps peut-être, nous aurons le temps, avec les moyens qui sont à notre disposition, de montrer en quoi la France est toujours indexée quand il y a des problèmes en Afrique. Souvent, on n'est pas de toujours. Écrivain poète, comment vous expliquez cette succession de coups d'État depuis un moment déjà? Bon, on ne se repose plus. Justement, la réalité nous rattrape. Les faits sont les faits, devant les faits on doit s'incliner. C'est qu'on constate que le problème, vous allez voir, parce que je vais faire un parallèle, qu'il y a entre l'éducation d'un peuple et sa réaction peut être mise en cause aussi. Les coups d'État, je signale déjà que... Non, on retient déjà l'éducation. Voilà. Je signale déjà qu'un coup d'État, c'est forcer quelque chose que le peuple n'a pas choisi de vous donner. C'est très important de préciser ça. Et si vous regardez l'histoire de l'humanité, tous les coups d'État... C'est-à-dire qu'on n'est pas passé par les urnes. On n'est pas passé par les urnes. Quand vous faites un coup d'État, ça veut dire que vous refusez volontairement d'accepter ou de donner la possibilité aux êtres humains qui sont les vôtres, donc vos concitoyens, vos compatriotes,
de vous donner le trône. Et vous refusez même l'idée selon laquelle que cela pourrait être possible. Un coup d'État, qu'il soit en 2020 ou en 2000, je ne sais pas, 30 ou en 2010, un coup d'État est une façon d'exprimer sa faiblesse. C'est-à-dire que je ne suis pas capable de faire ce que Bazoum a fait. Moi, je vais donc prendre le pouvoir par les armes parce que je pense que je suis légitime, mais qu'on ne me voit pas, qu'on ne m'entend pas, qu'on ne m'écoute pas. Donc, je viole tous les principes. Est-ce qu'un coup d'État est toujours illégitime? Il existe des coups d'État populaires. Hein, nous sommes historiens, nous sommes humains. On peut regarder l'histoire et repartir en arrière et voir ce qui s'est passé. Le Mali a eu un double coup d'État. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que un monsieur fait un coup d'État, il se cache d'abord parce qu'il ne voulait pas se faire voir. Et puis quand il constate que les gars ne font pas ce qu'ils veulent, il fait un double coup d'État sur lui-même. Ça sera raconté dans l'histoire. C'est-à-dire qu'il a fait un coup d'État lui-même au point de reprendre le pouvoir. Et regardez le Mali aujourd'hui. Il y a beaucoup d'agitation partout, mais regardez les faits. Le Mali était déjà un pays pauvre. Le Niger fait partie des pays les plus pauvres au monde. Il faut comprendre ça. Un coup d'État, ça assassine, ça avilit, ça piétine, écrase tous les efforts qui ont été faits les 20, 10, 15 années en arrière. Il faut comprendre ça. Je ne suis pas dans les émotions. Je ne suis même pas là-bas. Je suis très étonné d'entendre mon frère en face, un philosophe, dire « tant mieux ». C'est le mot qu'il a employé. On y a des coups d'État, il dit « tant mieux ». Moi, j'ai subi un coup d'État. Moi. Dans ce pays, il y a eu des choses qui se sont passées. Et un coup d'État, celui qui le fait pense avoir raison. Parce qu'il a ses raisons. Le problème, c'est qu'il n'est pas le seul à vivre. Il n'est pas seul à exister. Il y a l'autre camp. Et les conventions, les organisations internationales et nationales existent pour mettre en exergue toutes les possibilités pour permettre à un peuple de choisir son dirigeant. Aujourd'hui, nous sommes en démocratie au Congo. Nous avons un président qu'on a choisi. Donc ceux qui n'ont pas voté, qui pensent qu'il n'est pas président, ça c'est leur problème. Ceux qui sont allés voter, s'ils ont voté majoritairement pour ce président-là, il est légitime. Il est légitime. Et quand on est légitime, souvent dans nos systèmes actuels, on est aussi légaliste. C'est-à-dire qu'il faut être légaliste et être légitime à la fois. Le président Bazoum était un président légitime et légaliste. C'est-à-dire qu'il a été choisi légalement par son peuple et il avait la légitimité d'être président dans ce pays-là. Même si la population pense que, bon, il n'a la population, c'est eux qui ont voté. La population vote. Il y a des lois, il y a des règles, il y a des principes. Il y a des méthodes pour faire évincer un président. Il y a l'Assemblée nationale, il y a la justice, il y a tout. Vous pouvez déposer plainte, la plainte va être je ne sais quoi, jusqu'à aboutir, et puis on va dire oui, peut-être. Respectons nos constitutions. Mais on continue de critiquer la France, alors que la France vous tape à chaque fois constitutionnellement. La France respecte sa constitution. Je vous signale que la France modifie plus de constitution que les Africains. Bon, on va en parler tout à l'heure, mais c'est pour vous dire qu'ils ont le respect de l'institution. C'est-à-dire que quand ils modifient une constitution pour ajouter telle chose dans leur fonctionnement, cette chose est respectée par les autres. Monsieur Sibangoyi, la question qui est sur la table aujourd'hui, c'est comment expliquer cette recrudescence, cette succession des coups d'État dans la partie sahélienne? Comment on explique ça? Monsieur Franchat, j'ai bien aimé l'intervention de ceux qui m'ont précédé dans la prise de la parole. Je vais aller plus ou moins dans le même sens, mais en étant moi. Alors, oui. Vous savez, le contexte, la question que vous posez, je ne vais pas mieux expliquer qu'il s'agit du coup d'État du Mali, du Burkina ou le récent, celui du Niger. Je ne vais pas mieux expliquer cela sinon plus que les concernés. Mais nous, l'explication que nous apportons ici peut être relativisée et d'ailleurs doit être
relative. Ce qui me conduit à dire qu'il y a un contexte dans lequel ces coups d'État sont rongés. Ça ne veut pas dire que je suis en train de cautionner des coups d'État. Non. Vous savez, l'histoire, mon cher écrivain l'a dit, l'histoire est têtue, très têtue. Et nous savons tous qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui était, c'est ce qui est, c'est ce qui sera, déclare, je pense que c'est Ecclésiaste pour ceux qui lisent les Saintes Écritures, Ecclésiaste. Nous allons voir dans la marche du monde, du moins la marche politique, sinon sociopolitique du monde, les coups d'État ont toujours existé. Et je suis tenté à dire qu'ils existeront toujours, aussi longtemps. Oh non, parce qu'il n'y aura rien de nouveau sous le soleil, aussi longtemps que les réclamations, les inquiétudes qui ont conduit à une certaine époque à l'arrivée d'un certain nombre de politiques au pouvoir par voie de coup d'État ne seront jamais améliorées. Je parle des conditions, des réclamations, sinon des demandes du peuple. Aussi longtemps que ces choses ne seront pas mises au point, ben, il sera fort possible, mais alors fort possible, que nous ayons toujours des coups d'État. Donc, si je comprends bien, les coups d'État émanent très souvent aussi de la gestion même de la chose publique. Oui et non, mais je vais plutôt être du côté du oui. Mes co-débatteurs vont apporter leur touche, mais je pense que c'est oui d'abord. Et le oui, j'insiste beaucoup plus là-dessus. La corruption, la pauvreté. Oui, vous savez, je vais le dire de façon claire. J'ai suivi, certainement comme tout le monde, l'une des déclarations du président Bazoum. Lorsqu'il a dit, je cite, les ennemis, donc les terroristes, sont plus forts que nous. Fin de citation. Au terme d'armement. Oui, il a dit haut et fort que les terroristes, donc les djihadistes, les terroristes, sont plus forts que nous, donc son armée. Je pense qu'à ce niveau, il lui a manqué un peu de jugeote. Dans quel contexte? Parce que dire déclarer de cette façon-là, c'est dire à son armée que vous ne valez absolument rien et donner plus de zèle aux terroristes. Et finalement, je ne sais pas si c'est de là qu'est partie la faille, sinon le reste. Je ne dis pas que c'est cela, mais je pense qu'il y a quand même eu beaucoup de frustration, mais qui n'aurait pas peut-être conduit à la catastrophe d'aujourd'hui, mais le vin est tiré, il faut le boire. Quand vous suivez les réactions de l'autre côté, après des coups d'État, vous entendez, non, on est fatigué, on souffre trop, on a faim, c'est la France là-bas qui se retrouve, on paye nos ressources minières, nous ici on souffre, la corruption, on ne vit pas bien, et ainsi de suite. Vous vous rendez compte qu'il y a, comme disait M. Tsipangoyi tout à l'heure, il y a comme c'est vrai de la frustration, mais il y a aussi la souffrance, la pauvreté à un moment donné, qui semble réveiller les gens parce qu'il y a eu des promesses à un moment donné lors des campagnes électorales et que jusqu'à un moment donné, le résultat n'est toujours pas là. Vous avez l'impression que c'est la colère, il y a la pauvreté, la souffrance continue. Bon, on va réagir. Bien, je voudrais dire d'abord au sujet du coup d'État. Nous ne sommes pas les Nigériens pour juger mieux qu'eux. On ne peut qu'avoir un regard de l'extérieur, comme a dit le frère tout à l'heure. Seulement, je dois dire que s'il y a coup d'État dans cette zone-là, comme je l'ai dit au départ, c'est parce que quelque part, ces pays-là ont eu l'impression de perdre leur souveraineté. Ils ont des armées, faibles, entre guillemets, d'après certains,
Mais n'empêche que ces armées-là se font accompagner par d'autres armées d'occupation, de la France notamment. Et vous voyez que la même armée française qui a quitté le Mali, à cause des mêmes raisons, où il y a eu des coups d'État par la suite, va au Niger et le peuple n'était pas d'accord pour son a suivi les médias, où certains ne voulaient pas de cette armée dans leur pays. Malgré tout ça, s'est imposé par un président élu démocratiquement. Et aujourd'hui, quand le président n'est plus là, le problème se pose encore. Déjà, on a suivi que les gens sont allés à l'ambassade de France. Les Nigérians savent et vivent la réalité. Pourquoi ils ne sont pas allés à l'ambassade du Congo ou d'un autre pays? Pourquoi seulement l'ambassade de France? Parce qu'ils savent que la France est de beaucoup. Peut-être pas raison du coup d'État, mais le coup d'État est arrivé parce que la France, quelque part, a toujours... Comme vous dites, la France est de beaucoup. Est-ce que la France est un peu celui qui provoque, qui crée la pauvreté, la souffrance des Nigériens? Bon, dire que la France crée la pauvreté des Nigériens, ce serait un peu trop, mais la France n'est pas innocente de tout ce qui se passe en Afrique. La France impose ses prix, la France exploite des choses, et quand c'est d'autres personnes, la France crie. Par exemple, au Mali, quand la France n'est plus là, avec sa valeur d'or commence à baisser, on commence à créer non, Wagner pille les richesses du Mali. Quand la France était là, on ne parlait pas de la France qui pillait la richesse. Et quand elle est partie, et là, c'est maintenant Wagner qui pille. Aujourd'hui, c'est la même chose. Si le peuple réussit avec son armée à chasser vraiment la France, on va aussi voir qu'on va commencer à dire l'armée tue la population, ainsi de suite. Donc, on ne peut pas parler des problèmes de l'Afrique sans la France. Ça, c'est une évidence. Peut-être les autres vont découvrir. La France a forcément quelque chose à avoir. Parce que la France contrôle le gouvernement, la France a sa monnaie, son fonds, c'est pas des choses comme ça. La France contrôle. On ne peut pas parler des problèmes en Afrique sans la France. Je suis désolé, mais la France est toujours impliquée quelque part, d'une manière ou d'une autre. L'écrivain poète, est-ce que le procès qu'on fait à la France est justifié? Non, ce procès est nul et tellement ridicule. Je vous explique. Ridicule, pourquoi. donc la France n'a rien à voir dans tous nos problèmes. Moi, je vous réponds, tel que vous me posez les questions. La France a eu ses responsabilités. Il faut peser les mots. Lorsqu'un État s'appelle indépendant, souverain et commerce avec les autres États du monde, ça n'a jamais été le symbole d'un asservissement quelconque. Il faut savoir, est-ce que vous pouvez au moins admettre une vérité? Laquelle? La pauvreté matérielle, c'est-à-dire que d'un peuple ou d'un citoyen nigérien, écoutez, c'est une réalité, c'est un fait. Oui. D'accord? Le Niger, tel qu'il existe aujourd'hui, n'a jamais existé avant. Aujourd'hui, c'est un État refait, sorti des colonies. Il faut que vous compreniez. Je ne sais pas si vous comprenez. On est sorti des colonies, on est sorti de la colonisation, on est rentré dans le concert des nations d'une autre manière. La France a reconnu avoir commis des choses graves en Afrique, puisque la France sait qu'elle était coloniale. Et je veux vous rappeler que depuis les années 60, l'Afrique, la plupart des pays, les États africains, ont décidé de s'appeler, je dis bien de s'appeler, pays indépendants et souverains. Le Niger a quelque chose que la plupart, et c'est ça que les gens ignorent totalement. Le Niger a ce qu'on appelle de l'uranium. Il y a la RDC, le Niger et je ne sais pas un autre pays au monde qui ont cet uranium-là. Et vous savez, vous avez parlé tout à l'heure des campagnes électorales. Dites-moi, pendant les campagnes électorales, combien d'Africains se lèvent pour dire à ces candidats que ce sont des démagogues? Qu'il ne faut pas nous promettre ce que vous êtes en train de nous promettre parce que vous êtes en train de mentir. Pourquoi ils attendent? Mais comment ils sauront que ce candidat ment alors qu'il n'a jamais gouverné? Puisque vous avez la capacité de découvrir que la France est derrière tous les coups d'État et toutes les souffrances de l'Afrique, pourquoi n'avez-vous pas l'intelligence d'empêcher qu'il y ait des discours démagogues lors des campagnes électorales pour éviter qu'on en arrive là? Mais vous remarquez que généralement, on croit que le candidat qui se présente là, c'est lui qui viendra changer les choses. Peut-être vous et les autres. Moi, je ne crois pas ça. Tu ne crois pas ça? Je ne crois pas cette histoire, c'est une arnaque. Impossible qu'un député se lève, dise, qu'un candidat à la députation ou dans une circonscription quelconque dise que je vais changer votre vie. C'est de la démagogie pure. Étudiez l'histoire de l'humanité. Donc la France ne change, mais plutôt l'Afrique ne changera jamais. Mais l'Afrique est déjà en train de changer. Mais puisque vous ne croyez pas au candidat... Je ne peux pas croire à un candidat qui raconte des histoires qu'il ne maîtrise pas. Il faut croire en qui finalement? Il faut croire à la réalité. La réalité, c'est de dire, je suis député, je serai élu
pour discuter des problèmes dont nous sommes souffrants ou dont nous souffrons. Et discuter, voir ensemble comment on avance. Si quelqu'un a un tel discours, moi je le soutiens. Parce qu'il n'a rien promis. Il dit qu'on va discuter. Moi, je vous dis, je n'ai jamais voté. Mais c'est sur la base des promesses. Non, il n'y a pas de... Mais il faut qu'il y ait un projet de société. Mon cher, vous êtes d'accord avec moi? Le projet de société doit cadrer avec les choses qui peuvent être faites. D'accord? Si vous savez que vous êtes un pays pauvre, un État pauvre, vous allez promettre que vous allez devenir les États-Unis en 4 ans. Il faut arrêter de mentir les gens. Et vous voulez accuser après, quand ça échoue, vous allez dire que c'est à cause de la France que je n'ai pas réussi. Mais c'est n'importe quoi. Le président qui est en ce moment enfermé chez lui, pris en otage, Bazoum, il est président de la République du Niger. Pris en otage. Je vous signale que 2 ambassadeurs ou 2 ambassadrices, je ne sais pas si ce sont des femmes, ont refusé de rentrer au Niger sous l'ordre de ces bandits qui ont pris le pouvoir là-bas. Ceux du Togo, des États-Unis, du Nigeria. Voilà. Et ils ont dit, on ne rentre pas dans cette histoire. Nous, on reconnaît le président Bazoum. S'il lui donne cet ordre-là, nous, on rentre au Niger. Et je félicite le courage. Voilà l'Afrique qui change. Des gens envoyés à l'étranger qui refusent d'obéir à des putschistes, à des bandits. Il faut dire que ces gens, ce sont des bandits qui s'occupent que de leur propre ventre. Parce que ce monsieur, vous avez oublié l'histoire qu'il y a derrière. Ce monsieur, ce général qui prend le pouvoir de force, qui impose à tout un peuple, je ne sais quoi, ce monsieur allait être évincé. Il a travaillé, il est vieux, le chef d'État pense, c'est dans cette fonction, il a la capacité idoine de décider que tel ou tel individu peut travailler avec moi ou pas. C'est constitutionnel. Il décide que c'est général, je trouve que ça ne va plus, on va remplacer quelqu'un de plus frais pour avoir une nouvelle énergie, pour travailler différemment. Ce monsieur est au courant de tout ça. Il organise sa bande et il reprend le pouvoir parce qu'il connaissait les rouages. Il avait la confiance du chef de l'État actuel et de l'ancien chef de l'État. Il faut bien comprendre ça. L'ancien chef de l'État, d'ailleurs, il faut saluer ce monsieur parce que c'est un démocrate. Il a fini ses 2 mandats. Il a laissé la possibilité à un autre candidat, le Niger. Un candidat qu'il a lui-même préparé. Oui, bien sûr, puisqu'ils sont du même camp et ce sont des gens intelligents et très loyaux. Donc, c'était logique pour que ça arrive ainsi. Et il a été élu. Qui peut me démontrer que Bazoum n'a pas été élu? Bazoum a été élu. Donc, ça veut dire qu'il y a des millions de Nigérians qui comptent sur ce monsieur. Des millions qui n'ont pas d'armes, qui ne peuvent pas se défendre face à une bande armée qui pense avoir la légitimité de tout le pouvoir au Niger. Aujourd'hui, il faut arrêter cette histoire de coup d'État. Ça nous recule. Ça nous recule, ça ne fait avancer aucun État. Vous allez dire ce que vous direz ici, on va se retrouver ici dans 2 ans. Vous allez voir, le Niger si ces bandits ne laissent pas le pouvoir demain, puisque l'ultimatum expire dans quelques heures, s'ils n'abandonnent pas le pouvoir, une armée, moi je vous dis, une armée va rentrer au Niger. Et je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi une armée doit rentrer. Parce que si on continue de laisser ce qui est en train de se passer, vous connaissez l'obscurantisme. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, puisqu'il y en a qui pensent que l'histoire vient de commencer. En Europe, on a déjà connu ce genre de problème. Avant Hitler, il y avait eu un certain exercice. Un homme qui croyait avoir toute la légitimité du monde, il avait décidé de conquérir toute l'Europe. C'est-à-dire à lui tout seul. Bon. Voilà. À un moment donné, moi, je ne le comprends pas parce qu'il parle de droit, il parle de loi, il parle de respecter les règles. Bien sûr. Mais c'est le même qui vante le fait qu'une armée va rentrer dans un pays pour aller faire la guerre et déloger. Ah non. Mais ça ne reste pas la légalité. Vous dénoncez de la violence et puis vous acceptez une autre forme de violence. Ce n'est pas une forme de violence. Dites-moi, est-ce que si... Mais qu'une armée entre dans un pays alors que ceux qui dirigent ce pays ne sont pas d'accord, c'est de la violence. Mais quelle violence? Dans ce pays, il y a la majorité silencieuse qui est en train de subir des gens avec des armes qui les pointent comme ça. Tu veux que qui parle? Il y a là-bas au Niger un conseil national de sauvegarde pour la patrie qui dit qu'une armée ne doit pas rentrer. Et sauvegarde de la patrie, mais qui fait un coup d'État. Est-ce que, M. Tipangoye, le procès qui est fait à la France est justifié? Alors, justifié? Oui. Il faut le dire, sans langue de bois. Alors, il est justifié. Sans langue de bois, oui. Nous sommes intellectuels. Oui. Je suis, une fois de plus, heureux d'être en face d'un écrivain et d'un philosophe. Oui. Vous savez, la règle de droit, mon frère l'a cité
à sa façon, la règle de droit est le miroir de la société. De la société. Donc, lorsqu'on regarde sa société, en fonction des us et coutumes et tout ce qui se pratique, on élabore la règle de droit parce que le peuple vit de cette façon-là. Parce que le peuple voudrait que cela se répercute sur le plan légal, sur le plan, voilà, sur tous les plans. Parce que la gestion de la cité, c'est aussi ça. Hein? Oui. Faire respecter un certain nombre de règles. Et je prends cette tournure pour vous dire que le procès, pour répondre donc à vous, à votre question, le procès qui est fait aujourd'hui, un peu de partout, dans toute l'Afrique, hein, c'est un peu général. Hein? dans toute l'Afrique, du moins l'Afrique, on va dire, Sud du Sahel. oui, en dehors du Maghreb, mais sinon, c'est un mouvement qui est généralisé. Ce procès est dû au fait que il y a un échec. Un échec des indépendances qui part depuis les indépendances, donc 1960 pour certains, et l'échec aussi de la démocratie à l'occidental. Je peux m'expliquer. Expliquez-vous. Parce que Alors, nous avons... Oui, je vais commencer. Pour cette raison, j'ai commencé par la règle de droit qui est le reflet, le miroir de la société. Nous avons notre réalité. En tant qu'Africains, en tant que Congolais, nous avons une réalité. Et je suis ravi, c'est peut-être l'occasion de jeter les fleurs à ceux qui ont élaboré la constitution en vigueur en République du Congo, qui, pour la première fois, ont eu à penser à l'insertion de certaines notions qui nous ont échappé il y a belle lurette, notamment la reconnaissance l'insertion du conseil consultatif des sages et des notabilités traditionnelles. Ça compte énormément. Ça, c'est l'Afrique. Ça, c'est l'Afrique. Et donc, en Afrique, quand on parle de la démocratie, il n'y a pas que la notion occidentale de la démocratie. Il y a ce genre de notion qu'il faut insérer parce que lorsqu'il y a un sujet qui intéresse la société, en Afrique, nous avons le mbongi. Comme on le dit au Congo, ailleurs, on va dire, il y a d'autres expressions. Table ronde. Voilà. Et ça, c'est propre à nous. Sauf que, lorsque les indépendances ont sonné en Afrique, nous avons créé Indépendance Tchatcha, c'est bien, mais qu'est-ce que nous avons reçu? C'est, nous avons eu un héritage, l'héritage du colon, qui nous a dit, écoutez, on vous laisse libre, mais vous avez un modèle. Donc, nous avons fait du copier-coller. Et à un certain moment, ce copier-coller a résisté, mais aujourd'hui, il faut le dire, ce copier-coller ne tient plus. Ne tient plus. C'est-à-dire qu'on a toujours regardé les choses sous un angle occidental. Bien sûr. En fait, nous pensons comme les Occidentaux. Oui. D'ailleurs, nous nous exprimons en leur langue parce qu'une langue, ne vous en faites pas, les historiens et les philosophes en savent mieux, les écrivains. La langue que nous avons est un outil assez fatal pour que nous soyons finalement comme les propriétaires. Et j'ai parlé donc des indépendances. Et la démocratie est simplement le corollaire de ce que nous avons hérité des indépendances. Ce qui fait que lorsqu'on ne regarde pas comme notre colon, quoi qu'ils ne sont plus là, lorsqu'on ne va pas à l'élection comme eux, lorsqu'on ne dit pas, on ne prononce pas comme eux, il me semble que nous fautons. Et donc, aujourd'hui, j'ai l'impression que beaucoup de gens, et surtout la jeunesse, a finalement compris qu'il y avait erreur. Que de faire intégralement comme l'Occident. Que d'agir intégralement comme l'Occident. Alors que nous avons nos us et coutumes, et il est peut-être temps d'y revenir. D'où, ça n'engage que moi, d'où le procès. On se dit, bon, écoutez, ça suffit.
Et ça suffit parce que vous nous avez Comme un trop, refoulement. voilà, vous nous avez trop dicté les choses, vous nous avez imposé un certain nombre de choses, et au détriment de notre culture, de notre réalité, comme le mot qu'il a utilisé, j'ai bien aimé, la réalité qui est en face. Ah non, il est temps de revenir là-dessus. Sauf que moi, je me dis, est-ce qu'il suffit de faire un procès à la France plutôt que d'aller revoir les bases sur lesquelles vous avez posé votre nation? La nation, elle est posée sur une loi fondamentale. Oui. La constitution que vous avez copiée d'ailleurs. Vous savez, M. Fonchat, et merci pour cette question. Je suis en ma qualité bon, c'est vrai que je suis en ville, mais un bon villageois. Un bon villageois. Voilà, j'ai passé tout mon temps dans la campagne. J'ai constaté que une gazelle, on prend l'exemple d'une gazelle. Quand une gazelle s'accroche quelque part, soit un piège qu'il a pris, la gazelle n'accepte pas gratuitement qu'elle se laisse, qu'elle aille dans la marmite. Non, elle se débat. Même si c'est la patte qui se casse ou je ne sais quoi, au moins elle va se débattre. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, c'est pour revenir à votre question, pour dire Sagesse africaine. oui, pour dire que le procès peut être justifié parce qu'on est obligé de nous battre, de nous débattre pour se débarrasser de quelque chose qui n'a que trop duré. Oui. Quelque chose à ajouter? Oui, c'est-à-dire que moi, je comprends très bien, hein, je sens la mesure d'ailleurs. Après, on donnera la parole au je sens professeur. la mesure. Et moi, il y a quelque chose que je trouve extraordinaire. C'est que si on regarde l'Occident dont on parle, vous allez voir que l'Occident a copié des milliers de choses à l'Afrique. C'est un boomerang, vous allez comprendre que si on rentre dans ce jeu-là. Bon, on comprend, c'est une façon de dire que même le christianisme qu'on croit être occidental, vous serez surpris de découvrir que le christianisme a des origines bien africaines et le christianisme a eu des symboles africains pour s'imposer. Donc vous voyez, même quand on parle du Mbongi, nous on appelle ça Mbongi, là-bas aussi il y a des conseils constitutionnels, là-bas aussi il y a des réunions. C'est l'humanité. Notamment la fameuse table ronde que vous venez. Exactement. Pourquoi Frantz Fanon, dans son livre Peau noire, masque blanc, nous parle d'un nouvel humanisme? Parce qu'il avait compris que même le noir qui a subi la colonisation, écoutez bien, ne sait pas que le blanc a été lui-même colonisé par une autre pensée humaine, une pensée erronée de l'humanité. C'est-à-dire que les colons, quand ils arrivent vers nous, ils pensent qu'ils nous ont colonisés, mais ils oublient qu'ils l'ont déjà été eux-mêmes, par une pensée qui est une pensée qui persiste dans l'histoire de l'humanité, qui traverse les races. Du coup, c'est quoi l'idée derrière? L'idée derrière, je veux dire, c'est quoi? C'est que le problème des coups d'État, vous allez voir, vous allez chercher dans tous les livres du monde, c'est un problème d'égoïsme. Que vous alliez en Occident, ou vous restez ici en Afrique, ou en Asie, vous allez voir. C'est toujours la même chose. C'est toujours un égoïste qui croit être plus puissant que d'autres. Oui. Qui pense qu'il a raison, qu'il a entendu la voix du peuple, qui pense que les autres ont tort d'avoir fait ça. C'est toujours la même chose. C'est comme un couple qui se sépare. Celui-là pense qu'il a raison, la femme pense qu'il a tort. C'est comme ça que ça fonctionne. Attends, maintenant une question. Vous pensez vraiment que la France n'a rien à voir? Je vous dis. Rien à voir dans tout ce vous allez que comprendre. nous vivons en Afrique. Je vous dis. Vous savez combien de Nigériens, moi je n'insulte personne. Oui. Je vous demande d'aller voir les statistiques. Allez voir le taux de scolarisation au Niger. Allez, et au Mali. Oui. Vous allez regarder. Et au Burkina Faso, je vais plus loin. Allez regarder le niveau de compréhension de certaines personnes en langue française. Hein, c'est très important. Je précise bien en langue française. Parce qu'il existe d'autres langues là-bas qui se parlent et les gens apprennent dans ces langues-là. Allez regarder, puisqu'il a parlé d'un modèle qu'on a. Et ce modèle, nous l'avons accepté, on a mis ce modèle dans nos constitutions. Donc respectons ce modèle-là. Si vous regardez comment vivent les Nigériens, d'accord? Si vous regardez le foyer d'un Nigérien, un homme qui peut avoir 4-5 femmes avec 20 enfants, et vous allez comprendre qu'à un moment, il ne peut payer la scolarité d'aucun. Donc, il va faire des efforts que l'enfant, celui-ci fasse du chant, celui-ci apprenne la mécanique, ce qui va lui permettre de survivre et de vivre.
Si bien que beaucoup de Nigériens, quand ils se réveillent le matin, ils voient Bazoum parler, ils ne comprennent pas de quoi parle Bazoum. Et s'il entend un autre gars lui dire, écoute, tu vois le gars là, il a volé ton champ là-bas. Il va dire, ah bon, on va voir Il ça. croit tout de suite. Mais moi, je vous dis, j'ai parlé d'éducation en préambule Oui. tout à l'heure. L'éducation, c'est très important. Vous pensez que si nous, la misère que vivent certains Congolais aujourd'hui, D'accord. si c'était la même misère qu'en 90, si nous étions en 90, je vous dis, au lieu de coups d'État, on aurait eu des insurrections ici. D'accord? C'est parce que quand les gens deviennent éduqués, quand ils deviennent éduqués, ils font l'analyse. Ils disent, bon, je vais me battre pour avoir un pain. Ok, mais je risque de tuer mon frère en face. D'accord? Dis non, ce n'est pas nécessaire. Je vais voir par contre si je peux quand même le voir qu'il me donne un peu à manger. Tu commences à réfléchir. Tu commences à percevoir les choses d'une autre manière. Tu commences à planifier intelligemment, attendre une élection ou peut-être voir quel moment faire quoi que ce soit, mais pas de coup d'État. Arrêtons avec ça. C'est une arnaque. Quand ces gens-là viennent, ils disent non, mais nous, parce que le président en question, il a dit ceci, il a fait ça, le président là, il est pour la France. Vous savez que la France achète son uranium. Est-ce qu'ils sont au courant qu'ils achètent ça? Ou ils pensent qu'ils prennent ça gratuitement? Bon, on ne va pas trop rentrer là-dedans Bon. parce qu'on n'a pas trop de détails. Bon, Là-dedans, moi, j'ai qui les achète détails. quoi, Je est-ce qu'on pourrais vous en vole, donner. ainsi de suite. Vous détournez de la France pour aller collaborer, coopérer avec la Russie. N'est-ce pas une autre manière d'aller se donner à un autre maître? Déjà, nous ne sommes pas tous. Bon, on parle de nous, on parle du Niger ou de ces pays-là. Ces pays-là ne sont pas encore totalement libérés de la France. Ils sont en train de se battre parce que jusqu'à preuve du contraire, leur monnaie reste encore la monnaie que la France contrôle. Oui. Donc, s'ils peuvent trouver quelques moyens de se sauver de la main de la France avec la Russie, tant mieux pour eux. Ce que moi je veux dire au final, c'est que l'Africain doit vivre libre et véritablement souverain. Maintenant que ça soit collaborer avec les Chinois ou les Russes ou les Américains, l'important c'est que l'Africain puisse vivre aussi mieux parce que l'Afrique n'est pas pauvre. Parce qu'on montre sur l'Afrique pauvre, on n'est pas assez intelligent. Bon, je n'ai pas trop apprécié le fait qu'on dénigre un peu le peuple. Attention. Excusez-moi, mes excuses. Le fait qu'on dise que, bon, le fait qu'on... vient de nègre. Hein. D'accord, Vient de noir. ce n'est pas grave. Noircier quelqu'un, ce n'est pas ce que Le je fais. fait qu'on voit le Nigérian comme le moins instruit, donc voilà Mais vous pourquoi il voyez, fait comme c'est ça. ce que je vous dis. Donc, Votre compréhension des faits est un tout petit peu étriquée. Parce que quand vous dites que je dénigre alors que j'ai bien expliqué, d'aller voir les statistiques, le taux de scolarisation, l'éducation au Niger subit un coup. Et cela est dit par les présidents précédents, par les institutions du Niger. C'est pas moi. C'est un pays sous assistanat. mais Je ne sais pas si vous dire comprenez qu'un ça. peuple ne réfléchit pas assez parce Je qu'il n'ai y a pas dit qu'un tellement peuple ne beaucoup réfléchit pas assez d'enfants non et on plus. ne peut pas envoyer les enfants à l'école, Je n'ai pas c'est dit- une manière de Non, mais attendez. Vous savez combien de foyers au Congo où on ne peut pas envoyer d'enfants à l'école? Vous n'êtes pas au courant ou bien vous faites semblant? Est-ce que c'est dénigrer quelqu'un de dire que la personne n'a pas les capacités financières d'envoyer un enfant à l'école? Ou bien c'est lire les faits? D'accord, ce n'est pas du dénigrement. Alors, On va avancer. revenons sur les Russes. On va avancer. Revenons Ok. sur les Russes. Il est pour certains, hein, en tout cas impensable, d'imaginer un continent qui doit forcément aller se poser sur une puissance pour vivre. Quelqu'un a dit, on a l'impression que les Africains ne peuvent pas penser, réfléchir et penser leur monde de par eux-mêmes. Il faut toujours qu'il y ait une puissance. Hier, c'était la France, c'était l'Angleterre. Aujourd'hui, c'est la Russie. C'est une forme d'infantilisation que certains ont commencé à dénoncer. Quand tu m'as dit, bah, vous ne pensez pas la même chose? Non, Non. je ne suis pas dans ce contexte-là. Je sais au moins que chaque État est libre de choisir des partenaires, Ouais. Avec qui le commerce? qu'il s'agisse du domaine commercial, militaire et autres. Et si c'est la diversification des partenaires, oui, je suis d'accord qu'un pays comme le nôtre, qui a d'ailleurs de bonnes relations avec les Russes depuis belle lurette, et que Il cela faut bien signifier que les relations avec les Russes ne datent pas ne d'aujourd'hui. doit pas Ni avec le aujourd'hui. Congo, ni avec le Niger. Voilà. Donc, les relations diversifiées sont toujours les bienvenues. Sinon, les partenaires diversifiés ou multiples sont toujours les bienvenus.
Parce que vous savez, nous autres Africains, nous sommes à la base très, très attractifs, très accueillants. Et donc, si la Russie, la France, que nous avions d'ailleurs toujours chérie, jusqu'à récemment, ou ce qui n'est plus un mythe, parce que ce qui n'est plus un mythe, on ne doit pas se voiler la face, parce que même la France elle-même, si vous voyez, bon, je ne voulais pas trop parler de la France, j'étais dans un truc. Vous êtes tombé dans le piège? Non, mais ce n'est pas un piège, c'est plutôt répondre tout de suite à une intention. Oui. Je parlais dès le départ de l'Occident, de façon générale. De façon générale. Mais s'il faut parler de la France, parce que, bien entendu, j'ai, comme vous aussi d'ailleurs, vous avez suivi la tournée récente du président Macron, qui implicitement a reconnu qu'il était temps d'apporter un nouveau son de cloche. Et je vous signale que c'est déjà arrivé avec les précédents chefs Oui, d'État. oui. Et donc, ça veut dire qu'il y a ce sentiment qui a toujours traîné dans l'univers et qui aujourd'hui est en train de... Bon, on va Et dire ça que... aussi, il faudrait rappeler que ce n'est pas nouveau. Non, ce n'est pas nouveau. Les années 40, 50, 60 étaient anti-français. Oui, Toutes ces années. oui. Donc, Je suis voilà. d'accord avec vous, à 100%. Oui. Seulement, il me semble que avant, cela ressemblait à un bluff. Permettez l'expression, comme si on vous miroitait, on vous miroitait quelque chose, mais quand on retenait, on ne pouvait pas vous donner. Et beaucoup se rendent compte aujourd'hui que nous en avons, ce que vous nous miroitez là, nous en avons maintenant besoin. C'est le moment. Bon. Bref, là n'est pas la question, c'était juste une parenthèse. Je comprends l'idée dans le fond. Voilà, c'était une parenthèse. Mais pour revenir directement à la question, je ne pense pas que la Russie soit mieux placée pour remplacer qui que ce soit, sinon un partenaire quelconque. Nous sommes assez matures et assez responsables. Et donc, je ne pense pas qu'on puisse avoir besoin d'influencer une puissance comme la France, ou je ne sais laquelle, au nom de la Russie, ou en utilisant le prétexte de la Russie, non. Pourtant, c'est la méthode qui semble être adoptée Oui, mais c'est mauvais. par les pays africains. C'est mauvais. Se servir de la Russie pour faire peur à la France. Oui, mais c'est l'opinion populaire. Mais sur le plan, on va dire, politique, vous voyez qu'ils ont du mal à l'accepter parce que jusqu'à récemment, le Mali n'avait jamais accepté qu'il y avait des Russes sur son sol. Le Burkina. Donc, on trouvait des excuses, on trouvait des mots, on choisissait des expressions pour dire non, ce sont des instructeurs, ils font appel à des... voilà, mais quant à dire que c'était des mercenaires, ah non, c'était tabou. Et pourtant, Il ne fallait pas utiliser ce mot-là, mercenaire. C'était tabou. C'est pas des mercenaires. Donc, des mercenaires. Je vais conclure. Vocabulaire. Nos relations avec des partenaires diversifiés, c'est ça qu'il nous faut. La relation avec des partenaires diversifiés. Il n'est pas question de dire aujourd'hui que la France s'en aille. Non, c'est un partenaire. De longue date, la France est un partenaire, mais on ne doit pas oublier de diversifier nos partenariats et les autres qui sont des partenaires, des vieux partenaires, doivent aussi accepter cette diversification qui s'impose aujourd'hui parce que... Pas de monopolisation. Ah non, c'est ça qui fera plus mal. Et si on veut avoir un monopole, mais ça laisse penser à autre chose. On se dit, mais pourquoi finalement vous ne voulez pas que nous diversifions? Il doit y avoir des préjugés, il doit y avoir des non-dits. Voilà, c'est un peu cela. Quelque chose à ajouter? Oui, puisque je n'ai pas parlé des Russes, non, mais il faut être réaliste, mon cher. Il est impossible d'avoir un seul partenaire. Impossible. En ce qui concerne les États.
Parce qu'il y a des technologies qui sont propres à un État, à une culture, à un peuple. Et on en aura besoin. On va aller voir ce peuple dire, s'il vous plaît, nous on peut acheter ceci ou cela. Vous voyez, pour justifier leur haine, il faut dire les mots, leur haine de la présence française dans certains États, ils vont brandir l'échafaud de la menace russe. Dire que nous, comme c'est un État nucléaire aussi, nous aussi on va arrêter avec les Russes. Je vous signale que la Russie avec le Congo, ils ont des partenariats depuis bien longtemps, avec le Niger, avec le Mali, avec tous les très autres longtemps. États. Donc en fait, je veux vous parler de l'enfumage qui est en cours. Vous avez, je le répète encore, des individus qui ont été dans les écoles militaires et qui n'ont appris qu'à être des militaires et ils sont fatigués d'être dans les casernes parce qu'ils vont tous les matins, ils repartent à la maison, ils ne foutent rien. Moi, je préfère qu'ils démissionnent et qu'ils deviennent électriciens pour avoir l'impression de faire quelque chose. Et donc, fatigués de tout ça, ils disent, nous aussi, on va prendre le pouvoir. Pourquoi ce sont des civils? La question aussi se posera un jour. Pourquoi toutes les constitutions du monde n'autorisent qu'à des civils pour se présenter à une élection civile, à une élection nationale? Parce que dans notre constitution, par exemple, il est empêché. Il n'y a pas que les civils. Mais si, il faut Celui qui est à la tête de ce démissionner, pays, mais c'est pas un civil. vous perdez vos prérogatives de militaire. Quand c'est comme ça, vous devenez civil pour vous présenter à une élection. C'est comme ça. C'est constitutionnel, c'est dans nos institutions. Bon, les militaires là qui prennent le pouvoir au nom, je ne sais quoi, de nouvelles amitiés avec les Russes, une vieille amitié, vous avez entendu un seul Russe dire que oui, chassez les Français chez vous, parce que nous on va reprendre, on va vous aider à devenir riche. Dites-moi une phrase de Poutine qui dit ça, ça n'existe nulle part. Vous avez un chef d'État qui se croit chef d'État, qui a fait un coup d'État, un double coup d'État encore au Burkina Faso, qui se retrouve, comment vous appelez? Au sommet, avec l'Afrique. Regardez bien, sommet Russie-Afrique. Moi, j'étais chef d'État. Moi, si j'étais chef, je ne partais pas à ce sommet. La Russie est un État. Le Congo est un autre État. Comme des sommets France-Afrique, comme des sommets Chine-Afrique, parce que vous continuez à vous infantiliser, vous continuez à accepter l'idiotie, qu'on vous appelle tout un continent. Nous sommes le plus grand continent en termes de territoire. Quand vous regardez... Non, mais il faut rappeler qu'il existe un sommet Chine-Europe. Je viens de vous le dire. Ça existe, Justement, ils l'ont fait, mais demandez au président Denis Sassou Nguesso d'organiser un sommet Europe-Congo. Et nous verrons combien de chefs d'État viendront à ce sommet. Il faut être réaliste. Je suis en train de vous parler. Vous voyez, mon frère ici parle de ce sentiment anti-français. Mais en fait, ils n'arrivent pas à dire les choses telles qu'elles sont. Dites que vos États sont incapables de vous gérer. D'accord? Et pour manifester votre frustration, vous allez chercher des États étrangers. Vous savez, il y a combien de Français congolais, combien de Congolais français? Est-ce que vous avez même une idée de combien ils sont? Ils sont nombreux. Donc, ce que vous cherchez là, ce que les gens cherchent là, cette séparation n'arrivera jamais. Parce que les cultures se sont mélangées. Mais non, il ne s'agit pas de séparation. Si, c'est ce qu'ils veulent. Il ne s'agit pas de séparation. Lorsque vous dites... Ils sont clairs dans leur langage. Nous n'avons pas de problème avec les citoyens français. Mais non, ça c'est un Nigérien qui l'a dit, qui est éduqué. Mais il a dit Attention, ça. Il a dit ça. Mais vous voyez bien qu'il fait exception. C'est très clair. Il dit nous n'avons pas de problème avec les citoyens français, mais avec l'armée française, avec la gouvernance, la politique française. Vous voyez très bien que ce Nigérien fait exception. Moi, je l'ai suivi avec beaucoup d'attention. J'ai écouté chaque propos de ce qu'il disait. Vous voyez bien qu'il n'a pas manifesté pour la junte. Ouais, il a manifesté du fait qu'il avait l'impression d'avoir, n'est-ce pas? Suivez, il avait l'impression d'avoir quelque chose de nouveau. Ce n'est qu'une impression. Comme ça s'est passé au Mali, comme ça s'est passé en Guinée, comme ça s'est passé au Burkina Faso. Et aujourd'hui, nous sommes au statu quo. Dites-moi, la Guinée a fait combien de bénéfices en termes commerciaux, en échange avec certains États, plus que l'époque où il y avait l'autre chef d'État. Alors, en ce qui concerne le coton, il y a eu pas mal de bénéfices. D'accord, pas mal de bénéfices. C'est pareil pour le Mali. Qui dépasse la période où le président Alpha Condé... Ça dit que toute l'économie nationale s'oppose sur ce coton-là. Non, mais vous savez très bien ce que vous dites. Mais puisque les gens doivent vivre, ils sont obligés de vendre, non?
Ça, c'est une réalité. Mais regardez les échanges, il y a eu un recul total. D'ailleurs, beaucoup ont perdu leur emploi. Vous le savez, beaucoup de gens ont perdu l'emploi. Le chômage est reparti en puissance, alors qu'il y avait quand même une remontée, il y avait quand même de l'emploi qui se créait. Soyons réalistes. D'accord. Acceptons que le Niger tombe, comme sont tombés le Mali, le Burkina Faso, la Guinée. OK? Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Les Russes vont donner plus d'argent, vont lever le franc CFA. Mais je veux signaler à mon frère ici que l'Afrique compte, je crois, 54 États, et que les 54 États ne sont pas sous le régime du franc CFA. Et je veux quand même le rappeler qu'il y a plusieurs États qui semblent avoir une soi-disant souveraineté monétaire, mais dont on voit les affres. Regardez la RDC en face. Donc, c'est très important d'opposer une idée à une autre. Moi, je fréquente ce pays. Je peux vous dire, la misère à laquelle nous pouvons assister dans ce pays, si c'était la raison que notre franc CFA nous créerait plus de richesses, c'est dire que la RDC serait un pays hautement riche, plus riche que les États-Unis. J'ai donné un exemple. Très bien, pour qu'ils comprennent. Voilà, pour qu'ils comprennent qu'en fait, il n'a pas bien vu le problème. Parce que la finance aussi, c'est un métier. Hein. Il y a des gens qui étudient la monnaie, qui savent comment ça fonctionne. Donc, on va laisser un peu la probité à ces gens-là de gérer ces choses-là. Par contre, ce que nous sommes en train de constater ici, c'est le déni total. Vous savez, il y a des frustrations. Si vous avez lu Freud, vous savez que lorsqu'on est frustré, un homme qui n'a pas fait de rapport sexuel pendant longtemps trouve des subterfuges, par exemple, pour donner tort à quelque chose. Parce qu'en fait, la frustration, elle est sexuelle, mais il croit que la frustration, c'est parce que tu as mal parlé. Et c'est la même chose qui se passe. On va chercher le nom de la France parce qu'on refuse la démocratie. Nous ne voulons pas de démocrates. Nous voulons des dictateurs. Voilà la réalité. Si Bazoum était un gars qui fouettait les Nigériens dans les rues, s'il faisait du mal aux gens, je vous dis la vérité, vous allez voir dans l'histoire, les dictateurs mettent plus de temps au pouvoir. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent l'esprit. On parle de nous, non, de notre culture. Mais, non, quand je dis dictateur, je parle des gens qu'on connaît, les Russes par exemple. Hein, il y a eu un grand dictateur connu, il y a eu Hitler. Ce sont des dictateurs. Donc je ne parle pas d'autres personnes que ceux-là. Donc dans l'histoire de l'humanité, les dictateurs ont souvent mis du temps au pouvoir parce qu'ils font peur aux gens. Et les Africains aiment avoir peur. Bien. J'aurais bien des choses à dire à propos de ce qu'on me taxe de sentiment anti-français, mais vu le temps, je préfère répondre aux questions. Alors, dans toute guerre, il y a toujours des morts, donc c'est déjà des conséquences négatives. Mais la réaction de la CEDEAO, de toutes ces organisations de l'Afrique ou d'ailleurs, pour moi, comme je l'ai toujours dit, je le dirai toujours, ce n'est pas un sentiment anti-français. Pour moi, l'Union africaine, CEDEAO, tout ça, c'est des branches de l'Union européenne. L'Union européenne, ce n'est qu'une petite branche aussi de l'Union africaine, c'est une branche de l'Union européenne. Ça, on ne peut pas le... Qui finance l'Union africaine? Totalement. Pas totalement, mais au moins en finance, et puis donc, c'est contrôlé. Donc, pour moi, l'intervention militaire, c'est quelque chose qu'il faut craindre, parce que dans toute guerre, il y a toujours des morts, et c'est ce qu'il faut déplorer. Mais, comme ils ont donné leur ultimatum, nous verrons ce que ça va faire. Sinon, ce n'est pas normal que les gens interviennent militairement dans une affaire comme ça, parce que après ce coup d'État qu'on critique par certains, moi je dis tant mieux, le peuple n'est pas, peut-être pas tout le peuple, hein, on ne peut pas dire tout le peuple n'est pas aussi contre ce coup d'État, et ce sont eux qui vivent là-bas. Ce serait mieux, comme certains l'ont proposé, même le Sénat du Nigeria, je crois bien, s'est opposé à l'intervention militaire, d'après ce que j'ai vu. Donc, il est toujours mieux La constitution de la CEDEAO est supérieure à tous les États membres. Bien, mais d'intervenir militairement, c'est ce qu'on va voir, parce que il y aura toujours des conséquences. Pour ça, il y aura des conséquences. Certains pays reviennent que si vous êtes comme lorsqu'il y a un coup d'État. C'est une déclaration de guerre, il y a des choses à craindre. Bon, juste moi, je vais répondre à la question. Moi, j'aime les coups d'État que des guerres, parce que les coups d'État, on tue quelques... Non, je préfère répondre à ça par rapport à ce que vous avez ouvert comme... Okay. Dans la guerre, on tue les innocents. Les coups d'État, on tue pour moi les coupables. Mais vous savez combien de guerres ont découlé d'un coup d'État? Donc, pour moi, un coup d'État, on tue quelques personnes. Non, c'est faux. La guerre, ça tue beaucoup de personnes. C'est faux. Le coup d'État tue même pendant 50 ans. Bon, c'était une parenthèse. Donc, je reviens à votre question pour dire que quand on va intervenir militairement, s'ils interviennent, je sais qu'il y aura toujours des morts. Mais, comme on dit dans toute guerre, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant, on verra ce que ça va donner. D'abord pour le président Bazoum. D'abord pour lui. D'abord pour lui.
imaginons un scénario du genre intervention militaire de la CEDEAO et on réinstalle le président Bazoum. Non, on le libère, il est installé. N'oubliez pas que c'est un putsch. On le réinstalle, on le réinstalle. Je puis vous rassurer que la CEDEAO sera là en train de préparer une corde qui va être utilisée pour pendre Monsieur Bazoum, le président Bazoum. Ah bon? Oui. Pourquoi je dis? C'est simple, faire une petite analyse. Aujourd'hui, il est clair, sauf avis contraire, il est clair que le coup d'État a été cautionné de façon unanime par la garde républicaine qui a, quelques heures après, donné son aval, et plutôt a reçu l'aval de l'armée. Ce qui fait que ce président qui va être réinstallé aura un déficit de confiance de son armée et de sa garde. C'est un suicide. Qui va le protéger? Est-ce que c'est la CEDEAO qui va continuellement être là à le protéger jusqu'à quand? Alors qu'il y a des généraux, des officiers et son armée qui est là, qui est censée le protéger, mais qui aujourd'hui est de l'autre côté de la rive, donc qui est devenu, on va dire, ennemi entre guillemets. Donc, pour moi, ça sera, c'est un scénario qui est suicidaire. J'ai dit d'abord pour lui et pour le pays. Bon, comme l'a dit le philosophe, hein, une intervention militaire ne peut qu'avoir des conséquences désastreuses sur le plan économique. Déjà, l'économie est gelée. Et sur le plan humanitaire. Donc, il y aura certainement des dégâts, des morts. Mais jusqu'à maintenant, pendant que je m'exprime, je suis sceptique à cette intervention. Je suis très... Oui, ça n'engage que moi, mais je suis sceptique à cette intervention parce qu'il y a quand même assez de chefs d'État qui ont, de l'Afrique de l'Ouest, bien sûr, qui ont goûté à l'effusion de sang parmi ceux qui se sont réunis pour dire intervention. Et comme on dit, la nuit porte conseil, il nous reste quelques heures, nous aurons assurément le bon sens qui va prévaloir. Moi, il y a une chose, vous voyez, c'est très intéressant parce que plus on discute, les sentiments prennent le dessus. Je vous signale que dans un État, il n'y a que le droit qui compte. D'ailleurs, vous regardez les relations entre les États sont basées sur des principes de droit. Et le droit, c'est faire en sorte qu'un chef d'État qui a été élu soit le chef d'État pendant tout le temps pour lequel il a été élu et de son mandat. Et donc, Bazoum est le président légitime et légal du Niger. Il doit être assisté. Je suis très certain que lorsque une armée comme la CEDEAO va pénétrer à l'intérieur de ce territoire, plusieurs militaires vont rejoindre cette armée pour faire face à ces bandits et les dégager du pouvoir. Tout à l'heure, il y a des gens qui ont dit qu'ils préféraient des coups d'État parce que ça tuait moins. Vous voyez? Bon, espérons que cette intervention tuera moins aussi pour permettre à la démocratie, ou tuera personne aussi, ça arrive. Il y a eu l'intervention de la CEMAC, je crois, en 2006, aux Comores. Il y avait eu une intervention comme ça parce qu'il y avait un chef d'État qui était en train de faire des choses pas bien et qui était aussi un danger. Et les Comores, jusque-là, ça va. Il y a une démocratie qui fonctionne. Bon, on espère que là-bas, il n'y aura pas un coup d'État. Mais voilà, très bien. Et, oui, parce que le président actuel qui est là d'ailleurs, il a subi une défaite électorale aux législatives et il a dit clairement. Donc c'est pour vous dire que l'Afrique existe. Le réveil démocratique de l'Afrique fonctionne, mais heureusement, vous savez très bien que comme dans l'histoire de Harriman, je ne sais avec qui, ou de Seth avec Ahurmus, il y a toujours un traître. Et le traître, il est là.
Ce sont ces gens qui utilisent, qui brandissent, je ne sais pas, des drapeaux de l'anti-impérialiste. Ils se prennent pour des Sankara, mais ils ne sont même pas, ils n'atteignent pas à la cheville Sankara parce que c'est pas la même chose. Vous le savez très bien. Et je suis choqué de remarquer qu'on pose même la question. C'est-à-dire que la question ne devait pas être posée. Après l'ultimatum, mais justement, mais regardez comment il a fait son coup d'État. Et c'est là où je vais vous montrer que l'intelligence, c'est quelque chose qui ne s'achète pas. Vous ne pouvez pas acheter l'intelligence. Il y a des hommes dans l'histoire qui ont su comment faire les choses et ils en faisaient partie de ceux-là. Et ils en fait partie de ceux-là. Et justement, aujourd'hui, c'est très bizarre d'entendre les gens poser « Non, mais il va y avoir des morts. Qu'est-ce qui va se passer quand il va arriver ?» Mais lorsque ces gens-là en sont arrivés dans des camps, s'ils avaient eu une opposition en face, ils auraient tué qui ils pouvaient tuer. Il faut que vous le sachiez, c'est très important. D'ailleurs, ils ont assassiné quelques gars. Vous allez découvrir, comme ce qu'on a vu au Mali, vous allez découvrir des fausses communes, espérant que ce régime ne va plus durer, pour qu'on découvre qu'il y a plein de fausses communes au Mali. Il y a eu des morts, tués par des mercenaires dont nous avons évoqué le nom ici. Il devient intéressant de comprendre que la psychologie africaine voudrait, comme on a subi la colonisation et l'esclavage par les Français en général, les Anglais, le reste, que à chaque fois qu'il y a un problème, que ce soit eux, et qu'à chaque fois il faut les... Mais je ne vois pas dans quel monde on vit. Est-ce que vous vous rendez même compte que la France est dirigée actuellement par un président qui a moins de 50 ans? Et que ce président discute avec des jeunes Africains, quasiment tous les jours, chaque fois qu'il en a l'occasion. Et qu'il connaît très bien comment la plupart de ces jeunes trouvent. Mais même lui, il est surpris parfois par les événements, comme peuvent l'être nos présidents, parce qu'il ne comprend pas, il ne fait pas le relief. Il sait que maintenant, il faut travailler, il faut qu'on se batte tous, que les jeunes Africains, et je vous signale que ça c'est un coucou que je fais à la culture congolaise, les jeunes Congolais ont compris ça. Moi, je vous dis, les jeunes Congolais d'ici, nos culturels, ont compris qu'on ne va pas continuer à aller quémander, toquer des portes des gens qui ne veulent qu'écouter leur propre langage. Nous, on travaille. Nous sommes en train de travailler. On est en train de faire sortir des génies de l'ombre, sans même avoir une subvention venant de qui que ce soit. C'est très important que les gens comprennent ça. Et au Niger, il y avait un élan magnifique qui est en train de se faire parce que ce Bazoum, je ne sais pas si vous l'écoutez parler, quand il parle, il a une éloquence extraordinaire. C'est un président qui est réaliste. Lorsqu'il dit, je rebondis rapidement, lorsque mon frère en face dit que effectivement ça pourrait déranger, lorsqu'il dit que l'armée, les terroristes sont plus forts que notre armée, mais voilà un président véridique et réaliste qui a dit la vérité. Parce que dans le passé, on montait le peuple. On disait qu'on est puissant, quand il partait au combat, on décimait l'armée. Et lui, il a dit la vérité pour que les gens se préparent, pour qu'il soit assisté par ses frères, ses voisins. Et maintenant qu'il a dit la vérité, il y a des gens à l'intérieur qui disent, pour prophétie simple, je vous dis, vous découvrirez un jour que derrière les gens qui ont fait le coup d'État, il y avait des purs pro-français. Vous allez le découvrir plus tard. Voilà, l'écrivain poète, le pro-Bazoum, quelle analyse on fait des prochaines années en Afrique de l'Ouest, comme en Afrique de façon générale. Est-ce que les coups d'État, les putsch vont continuer à se perpétuer? Est-ce qu'il y aura quand même un peu de bon sens on arrive avec ça? Voici le chemin qu'on a. Oui, mais moi, je vais donner un exemple très simple. La Côte d'Ivoire. Peut-être que vous ne le savez pas, mais la Côte d'Ivoire a évité au moins 3 coups d'État. On appelait ça mutinerie. Il y a eu des coups d'État qui ont failli se faire. Mais vous savez ce qui a sauvé la Côte d'Ivoire? Regardez la situation économique et la situation au niveau de la culture. Vous savez, lorsqu'un peuple s'épanouit culturellement, lorsqu'il commence à s'ouvrir, à s'imposer, ce peuple devient un peuple qui résonne. Si bien que les gens n'ont pas facilement suivi les mutineries qui ont eu lieu en 2015 et 2016. Parce que un État qui ouvre de l'argent, il faut savoir que la Côte d'Ivoire, si moi j'ai été là-bas pour la première fois en 2011, 2010 jusqu'en 2011, je suis reparti parce que j'ai une enfant là-bas. Je vous dis que je n'ai pas reconnu le même pays que j'ai connu avant. Ça a changé et c'est peut-être ce qui évite. C'est plus la même Côte d'Ivoire. Et c'est ce qui est, voilà, parce qu'il faut savoir que la Côte d'Ivoire applique un peu ce que nous faisons ici. Ce système de dialogue Mbongi, où le chef d'État envoie des émissaires dans les régions, discute avec des gens. Vraiment, il y a une connaissance. Et il faut voir, il faut regarder tout autour. Quand vous regardez, à part la Côte d'Ivoire, il vous reste le Nigeria.
qui a déjà subi tant de guerres. Ils savent que ces choses-là, ils n'en ont pas besoin. Et il y a le Bénin. Les Béninois sont des gens très pragmatiques. Ce sont des gens qui savent que l'essentiel, c'est que je réussisse à mettre mon enfant à l'école et qu'il devienne un génie, ainsi de suite. Les Togolais sont dans le même processus. On ne dit pas qu'il n'y a pas des oppositions dans ces pays-là. Mais ce que nous devons observer pour ce qui va arriver en Afrique de l'Ouest, je sais que dans l'histoire de ce coin d'Afrique, ce qui vient de se passer là ne pourra plus se répéter avec les mêmes fréquences. Parce que après rétablissement au Mali de la démocratie, après rétablissement en Guinée ailleurs au Burkina Faso jusqu'au Niger, vous verrez que ces chefs d'État devront, avec la jeunesse et des nouveaux, on va dire des nouveaux maîtres du monde, donc les jeunes d'Afrique et les culturels d'Afrique, ils trouveraient un autre moyen de faire fonctionner cette région de l'Afrique. On compte beaucoup sur cette région, il faut le dire. C'est dynamique. Déjà ici, il y a des commerçants congolais qui vivent grâce à l'Afrique de l'Ouest. Parce que l'Afrique de l'Ouest fait venir des marchandises dont on a besoin ici. Donc je reste positif. C'est-à-dire qu'après que la CEDEAO va taper fort au Niger, ce qui va se passer après serait quelque chose de formidable pour le continent. Il fait rire. Alors on va terminer avec M. Tsipangoyi. Votre analyse. Alors, M. Fonchat, l'Afrique est à la croisée des chemins. Désormais, tous les projecteurs sont braqués sur l'Afrique. Ça, c'est clair. Ce qui fait que ce continent, c'est le continent d'avenir, le continent du futur. Et qui dit continent du futur, dit stabilité. Donc, tous les autres continents, tous les autres peuples vont miser pour que l'Afrique soit stable parce que ça sera la nouvelle frontière, tout le monde va se rencontrer en Afrique comme l'ont été les autres peuples. Je fais allusion voilà, par exemple à l'époque des Lumières et autres. Donc l'Afrique est en quelque sorte en travail, c'est-à-dire dans les douleurs de l'enfantement. Il y a une nouvelle Afrique qui est en train de vouloir sortir. Ouais, parce que ça bouge là. Ah oui, Bien. ça bouge de partout. Ce qui veut dire qu'il y a les douleurs de l'enfantement pour donner une nouvelle Afrique qui sera agréable, qui sera une Afrique tant attendue. D'où ce bouleversement. Et comme nous autres, nous sommes arrivés au monde après la souffrance de nos mères. Et les souffrances ne vont plus durer. Ça, c'est mon analyse et j'en suis tellement conscient, et même sur le plan spirituel, sur le plan métaphysique, tout tend vers cet objectif. Et c'est ce qui va arriver. Ça promet quelque chose de bon. Et on espère que ces douleurs d'enfantement vont bientôt se terminer et qu'on va vivre une nouvelle période, une nouvelle époque. On va vivre un peu ce qu'on a vécu en Égypte à l'époque, et on espère que ce sera une nouvelle Afrique qui, au cœur de laquelle naîtra du sourire, ce on pourrait appeler développement, et puis les bonnes choses qu'on attend tant, et que nos aînés, hein, notamment les Marcus Garvey et tous les autres, ont rêvé de ce continent-là. Ah, vous n'avez pas cité son idole, hein? Théophile Obenga, Thomas Sankara. Thomas Sankara, oui. Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Kwame Il Nkrumah. pique. Et on espère qu'on oubliera toutes les guerres qu'on a subies, tous les putsch qu'on a subis pour aller de plus en plus vers un État, puisque c'est ce que les panafricanistes rêvent. Oui. L'Afrique en un seul État, on espère qu'on peut-être on ira là et que ce sera une nouvelle Afrique avec du sourire. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci à tout le monde. Je rappelle que désormais, NTI est suivi à Brazzaville et à Kinshasa également. Merci à vous tous qui nous suivez. Merci à l'écrivain poète Fred Lark qui est passé sur ce plateau, celui qu'on a réclamé. Il est désormais là. Merci à Zantez Mabiala, professeur de philosophie. Merci d'être venu apporter votre pierre à l'édifice. Merci à vous, Monsieur Jules Fleuris Tsipangoyi, alias Madiba, entrepreneur, juriste, enseignant, coach pluridisciplinaire et d'autres casquettes là-bas. Merci d'être passé sur Afrique et Jeunesse.
C'est moi. Merci à Brelmont, merci à Saint-Renaud Viber, merci à Marie Diakouta, Yann Orion, Boss Senior, merci à vous qui avez contribué pour la réalisation de cette émission. On se retrouve très prochainement